Tchetch d'être venu, c'est toujours un plaisir d'être en débat avec toi, même si en fait il n'y a aucun point de désaccord. Je partage 120% de ce qu'a dit Tchetch, mais c'est vraiment un plaisir pour tout ce que vous avez fait. Tu es toujours très modeste, mais tout ce qu'a fait Alternativa au BC depuis quelques années. Ça fait quoi, il y a 3 ans à Bayonne, le grand forum. À Nouvelle Donne, on a choisi, on a eu une réflexion. Nous aussi, tu dis que vous prenez 6 mois pour réfléchir sur votre stratégie. Nous, on a fait pareil, on a essayé pendant 6 mois de réfléchir. Et on a conclu, après un débat, qu'il fallait avoir une stratégie en tenaille. C'est l'idée que nous avait donnée Philippe Lamberts. Philippe Lamberts, c'est un député écolo au Parlement européen, qui est l'homme le plus craint de la City, c'est le gars un des plus efficaces sur les paradis fiscaux. Et ce que dit Philippe, c'est que vu la gravité de la situation, il faut une stratégie en tenaille. Être en même temps dans le mouvement social, pour bloquer la loi travail, pour bloquer les forages offshore, pour bloquer une ligne à grande vitesse qui n'a aucune utilité, être en même temps pleinement, sans aucun complexe, pour résister et pour inventer, et en même temps pleinement dans le champ politique. Parce que les prochains traités, c'est bien celui ou celle qui sera à l'Élysée qui va les négocier. Savoir si une nouvelle démocratie qui peut naître, savoir si on met en cumul des mandats, savoir si les citoyens ont en permanence la possibilité de faire des lois. C'est, voilà, si on veut changer la République, si on veut changer l'Europe, c'est ceux ou celles qui seront à l'Élysée, à Matignon, qui vont pouvoir. Donc, au lieu d'opposer les deux, souvent dans nos réseaux en France, on a théorisé des différences et on se paralyse, on passe notre temps à se faire les cheveux, à se couper les cheveux en quatre pour dire qu'est-ce qu'on est là. Et nous, on pense qu'il faut être pleinement, quand on le peut, dans le mouvement social et pleinement un mouvement politique qui vise à foutre dehors tout ce qui amène notre pays au chaos. Elle est remplacée avec une autre éthique, avec d'autres règles de fonctionnement. Alors, je partage tout ce qu'a dit Tchetch. En même temps, comme on m'a donné un temps de parole, ce serait stupide de ne pas l'utiliser. Donc, je vais quand même, même si tu as dit l'essentiel. Et puis, je vais insister. Je suis arrivé avec mon PowerPoint, comme tout le monde, comme à chaque fois plutôt, parce que je me dis vraiment qu'il y a une bataille culturelle à mener. Dimanche, quand j'ai vu le résultat du référendum à Notre-Dame-des-Landes, je me suis dit, mince, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon, on n'a pas réussi à convaincre une majorité qu'il fallait absolument mettre fin à ce grand projet inutile, dangereux. Voilà, donc on n'a pas été catastrophique, il ne s'agit pas de se flinguer, mais on n'a pas gagné. Voilà. On n'est pas mort, mais ça va quand même faire des dégâts, on ne sait pas vers quoi on va, est-ce que ça va se faire ou pas. Et donc je me dis qu'il y a une bataille à mener pour que tout le monde comprenne que ces grands projets sont totalement inutiles, que tout le monde comprenne qu'on a un choix à faire. Est-ce qu'on continue à consommer de plus en plus, 1,5 planète, 2 planètes? Est-ce qu'on attend que tout soit foutu en l'air? Ou est-ce qu'on est capable de provoquer une métamorphose, comme disait Edgar Morin, avant que le système s'effondre? Et donc je crois que ça fait 40 ans que les libéraux nous mettent des bêtises, comme on est filmé, ou des conneries si on était dans la tête. Je pense qu'il faut expliquer aux citoyens la vérité. C'est Jaurès, il y a un siècle, qui disait « La politique, c'est des choses simples, qu'on répète simplement, jusqu'à ce que tout le monde ait compris que pour de vrai, ça peut marcher, qu'il n'y a pas de piège. » Jaurès, il y a déjà un moment où il y avait beaucoup de doutes, où les gens pensaient que les politiques étaient tous pourris, tous corrompus, tous inefficaces. Et Jaurès disait il faut user le doute, à force de répéter des choses simples qui peuvent être efficaces. Il faut user le doute comme on fatigue la salade. Vous savez, quand on reçoit des amis, quand on prend du temps pour que la salade soit bonne, on la retourne, on met de l'ail, de l'huile, et on la. Voilà. Et donc, mon but en 3 quarts d'heure, c'est de vous donner des billes, parce que si on est là ce soir, d'ailleurs si nombreux, ça veut dire qu'on sent que ce qui se passe est grave et que ça peut mal finir, mais je pense que si on est là ce soir, c'est quand même qu'on est déjà dans des réseaux qui partagent un peu ces idées. Donc la question est à voir comment est-ce qu'on arrive à toucher le plus grand nombre, comment est-ce qu'on arrive à convaincre le plus grand nombre qu'il y a des alternatives. Beaucoup de gens se désespèrent, ne vont plus voter, ne vont plus militer dans une association. Donc moi, mon but, c'est qu'on reparte avec plein d'idées. Ce que dit Tchetch, ça nous permet d'avoir des idées super claires, on voit mieux où est-ce qu'il faut aller, et qu'on ait des arguments pour en parler autour de nous. Alors dire la gravité de la situation, c'est évidemment dire la gravité du chômage. Plus de 6 millions de... Mais je ne veux pas te chasser, hein. Plus de 6 millions de chômeurs. Et honnêtement, moi j'ai voté pour Hollande, personne n'est parfait. Mais on a du mal sur cette courbe à voir la différence entre les années Hollande et les années Sarkozy. Voilà. C'est tous les mois, 20 000 ou 30 000 chômeurs de plus, sans compter, et on aurait pu leur donner la parole pour commencer le débat, sans compter tous ceux et celles qui ne sont plus comptés comme chômeurs parce qu'ils tombent en fin de droit. Ils ont été licenciés il y a 2 ans, ils ont cherché du boulot, envoyé des CV, frappé à des portes, et au bout de 2 ans, ils ne trouvent rien. Ils ne sont plus dans ces chiffres, ils sont tombés en fin de droit. Il y a 3 ans, le journal Le Monde avait fait un titre à la une, 1 million de gens, 1 million qui étaient tombés en fin de droit. Donc quand la ministre nous dit oh, le chômage a augmenté de 0,2% ce mois-ci, mais bon, on voit bien qu'elle s'en fout ou qu'il s'en fout, qu'il va aller dîner une fois qu'il a fait son communiqué, il va aller communiquer, il va aller dîner d'un bon... Non, le chômage, c'est pas un petit problème parmi d'autres, c'est vraiment une gangrène, c'est vraiment une catastrophe. Il y a la courbe du chômage, il y a des millions de gens qui ont une vie de galère au quotidien, on s'engueule dès qu'il y a une dépense. Un jour j'étais à Hénin-Beaumont, à la fin de la soirée, j'ai compris que ma voisine vivait avec 520 € par mois.
520 € par mois, et qu'à chaque fois, elle me disait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, elle a trouvé que ce soit l'huissier. Donc c'est des millions de gens dont la vie est foutue en l'air au quotidien. On s'engueule pour la moindre dépense. Quand les enfants veulent des tennis nouveaux, on s'engueule pour savoir si on peut mettre 30 € dans des tennis. Donc la vie quotidienne est pourrie. Et puis à tous ceux et celles qui arrivent au bout du rouleau. Moi j'ai été très frappé il y a un an, j'ai rencontré un chercheur de l'INSERM, l'Institut des sciences et recherches médicales, qui dit que chaque année, il y a entre 10 000 et 20 000 personnes qui meurent. Ils ont isolé tous les autres facteurs de risque. Il dit qu'en tant que tel, le chômage fait entre 10 000 et 20 000 morts. Et encore, ils ont suivi une population plutôt favorisée, et c'était avant 2007. Voilà. C'est quand même 3 fois pire que les accidents de la route, et tout le monde trouve normal de parler des accidents de la route, et c'est très important, et de faire des plans contre les accidents de la route, mais les morts du chômage, c'est un sujet tabou. Parce que la plupart de nos élites entre guillemets, se sont résignées, pensent qu'on a tout fait, et qu'après tout, du chômage et de la précarité, il y en a partout. Donc nous, ce qui, je pense, nous réunit, c'est qu'on veut provoquer un changement de société, donc dire la gravité, sonner le tocsin sur les questions d'environnement, d'énergie, comme sur les questions sociales, et dire aussi qu'on est tous concernés. Parce qu'un des dangers de ce pays, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, à droite et à gauche aussi, hélas, ou socialistes, je ne sais pas si ça va être à gauche ou pas, mais qui nous expliquent, qui essayent de nous diviser, en mettant d'un côté ceux qui se lèvent tôt le matin, qui sont des courageux, et puis de l'autre côté les assistés qui ne foutent rien. D'un côté le privé, le public, en séparant les paysans et les urbains. Il y en a qui essayent de nous diviser. Et je pense qu'il faut rappeler qu'on est tous ensemble. D'un point de vue philosophique, anthropologique, spirituel, on est tous de la même humanité. Et quelque chose qui arrive à un paysan qui soit en France ou au Sahel, ça m'intéresse parce que c'est un être humain comme moi. Quelqu'un qui tombe au chômage, ça m'intéresse parce que c'est un être humain comme moi. Donc d'un point de vue philosophique, on est tous concernés. Mais aussi du point de vue bêtement économique. Quand il y a 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, qui c'est qui peut demander une augmentation de salaire? La négociation sur les salaires, dans beaucoup d'entreprises, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Et du coup, vous voyez ce que ça donne. Alors, ça c'est de ce qui va au salaire dans tous les pays occidentaux. Alors on va vous dire que la France a un problème de compétitivité, parce que c'est vrai que c'est encore pire, le recul des salaires est encore pire en Allemagne ou au Japon. Donc c'est pour ça que la France a un problème de compétitivité par rapport aux pays où c'est encore pire. Mais donc si on regarde la courbe en rouge, c'est pour l'ensemble, la moyenne de tous les pays occidentaux. Ceux qui allaient au salaire et caisse de sécu, caisse de retraite, c'était 67% du PIB il y a 30 ans. Et le monde arrivait à vivre, et les actionnaires ne mouraient pas de faim quand même, ils arrivaient à vivre correctement. Et puis, si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. Si tu n'es pas content, tu vas voir ailleurs. La peur du chômage est dans toutes les cabesses. Et finalement, ce qui va au salaire et aux cotisations, ça n'est plus que 57% aujourd'hui. Encore ça, c'était il y a 5 ans, donc ça continue à s'aggraver. Donc c'est des sommes considérables. La peur du, vous voyez ce que je veux dire, c'est que le chômage, ça ne concerne pas que les chômeurs et les précaires. C'est déjà des millions de gens avec leurs conjoints et leurs enfants, c'est déjà colossal. Mais à ce niveau, le chômage déséquilibre toute la société. La dernière courbe que tu as montrée, où l'emploi diminuait, la production industrielle augmentait, puis sur le bas de la courbe, elle commençait à diminuer. C'est peut-être là qu'il y a la bonne nouvelle. Et je crois qu'on est les seuls à dire ça, on est les seuls aussi à dire qu'il faut travailler moins. C'est vrai qu'il y a, depuis il y a 50 ans, par rapport à 50 ans, on a produit cette année à peu près 3 fois plus en France, avec 3 milliards d'euros travaillés en moins. Voilà, donc effectivement, il faut travailler moins. Et je crois que les deux discours peuvent se rejoindre, c'est-à-dire que à la fois il faut diminuer la taille du gâteau, comme disait, c'est un impératif qui va primer sur tous les autres. Et puis ce que nous a dit Pierre, en complément, c'est qu'il faut partager. Voilà, toutes les richesses, le pouvoir et le travail. Maintenant, la parole est à vous. Vous parlez d'une manière très pratique. Je fais partie des gens qui ont voté Hollande en 2012 et qui sont vraiment catastrophés par ce qui se passe. Et je fais aussi sans doute partie des gens qui ne savent pas du tout pour qui ils vont voter en 2017, surtout pas le national, bien entendu. Nouvelle Donne n'est pas vraiment quand même médiatisée au point de vue national. Et donc ma question est simple, est-ce que Nouvelle Donne va présenter un candidat aux élections présidentielles? Est-ce que pour faire en sorte qu'il y ait de nouvelles idées politiques, il ne faudrait pas supprimer certaines grandes écoles, telles que l'École nationale d'administration, qui formatent les gens, qui leur donnent une formation néolibérale, je suppose. Moi, je ne sors pas de l'école d'administration, de l'école d'administration, j'en sais rien. Qu'en pensez-vous? Voilà. Le propos d'aujourd'hui qui nous est tenu, je dirais, il faut essayer de joindre un peu les deux propos qui nous sont tenus ce soir. Parce que si on tient compte de l'urgence climatique, comme peut-être je l'ai présenté, dans les 10 à 20 ans, si je calcule aujourd'hui, on est vraiment très mal paré, parce que les propos que tu tiens et l'urgence que vous tenez, dans le contexte politique français mais aussi européen, les choses auront bien dans le sens inverse.
Et on voit des annonces se présenter, et une grande crise climato-politique se présenter. Alors ma question est simple, je partage tout à fait, sauf qu'au niveau du pouvoir, ton propos linéaire de la fin, j'aurais presque tendance maintenant à le présenter un peu en premier. Au niveau de la crise démocratique, avec des amis, nous avons pas mal milité contre TAFTA, et dans ce TAFTA, on a pu mesurer le poids des lobbying sur l'Europe, tant le niveau de corruption de l'Europe avec les lobbying, où il y a une telle intrication, et je dirais en même temps que nos élus, notre président en tête, rentrent dans cette logique-là, sont véritablement associés à ce lobbying, peut-être à certains égards un peu moins, en particulier sur le glyphosate par exemple. Mais l'Europe telle qu'elle s'est présentée sur le glyphosate, par exemple, on voit bien le niveau de corruption, d'intrication entre lobby et Europe, et surprenant d'autres questions au niveau de la santé. Donc la question, si vous voulez, c'est, on va venir un peu en complément de la précédente, je dirais, comment est-ce qu'on ne pourrait pas espérer que tous ces mouvements qui sont alternatifs, ou de ces idées qui apparaissent alternatives, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, même si les délais sont courts, essayer de se présenter dans une politique alternative, une véritable politique alternative, je ne la qualifierai pas de gauche, puisqu'en fait il y a des éléments sociaux, mais les éléments aussi climatiques à présenter en termes d'urgence, comme une proposition dans une échéance politique prochaine, et comme étant une nécessité, alors peut-être pas pour gagner le premier coup, mais au moins pour préparer l'avenir. Et en ce sens, considérer que dans la question de l'élection à la présidence République aujourd'hui, n'est certainement pas une solution, mais aussi un problème pour la question démocratique. Et donc, se pose la question des constitutions et donc quel levier pour la démocratie? Sur la question de quel débouché politique, si tout était sous contrôle, on pouvait faire comme la plupart des gens de gauche ou du camp du progrès qui se sont résignés pour l'année prochaine et qui préparent 2022. Moi, je suis effaré quand on discute avec des proches de Mélenchon, quand on discute avec des proches de Duflot ou d'autres. En fait, ils vous disent que 2017 c'est foutu et qu'on vise 2022. Voilà. Ben moi, comme citoyen, comme père de famille, comme ancien élève de René Dumont qui s'intéresse aux questions du climat depuis 30 ans, je n'accepte pas de dire que c'est foutu. Quand vous regardez le programme d'Alain Juppé, ça va être 5 ans catastrophiques. L'autre jour, on était quelques-uns le 10 mai, quand Manuel Valls a sorti le 49.3, on était quelques-uns à être autour de l'Assemblée pour protester avec beaucoup plus de CRS que de manifestants, parce qu'on a été fait un peu vite. Et bien Alain Juppé sortait son programme ce jour-là et disait, on aurait pu penser qu'Alain Juppé allait dire Manuel Valls bloque le pays, mais moi Juppé, j'ai tiré le leçon de mes erreurs, je vais rassembler. Pas du tout. Pas du tout. Il vous dit, je ne chercherai pas à être populaire, je ne chercherai pas, je vais passer par ordonnance, et j'aurai été élu à 60%, et donc j'aurai la légitimité pour faire 20 milliards d'économies sur les retraites. Sur son site internet, il annonce 7% du PIB d'économies sur les finances publiques. Aucun pays n'a fait de telles coupes. Même le Canada, qui est le modèle des libéraux, n'a coupé que 3% du PIB. Et l'ancien Premier ministre, Paul Martin, explique que d'abord, pendant un an, il a fait le tour de tous les citoyens, dans les cafés, dans les restaurants, dans les églises, dans les gymnases, pour d'abord construire un consensus. Paul Martin dit, on a fait des coupes très importantes, mais ça n'est possible que parce qu'on avait passé un an à dialoguer, que parce qu'il y avait une croissance très forte, et parce que les ménages ont accepté de s'endetter pour maintenir la consommation, parce qu'on coupait par ailleurs. Juppé fait le contraire. Juppé dit, je ne chercherai pas à convaincre, je vais passer en force, je ferai des coupes 2 fois plus importantes dans une période de aucune croissance, et les gens ne voudront pas s'endetter. Et Paul Martin, l'ancien Premier ministre libéral du Canada, dit si on n'a pas ces trois facteurs, le consensus, une croissance très forte et les familles qui acceptent de s'endetter pour maintenir, on va vers une situation à la grecque. Mais ce n'est pas la gauche et la gauche et la gauche qui dit ça, c'est l'ancien Premier ministre canadien qui dit en gros que le programme de Juppé va foutre un bazar monstrueux dans ce pays et qu'il n'y a rien quand on lit son programme. Il dit qu'il ne mangera pas de cerises en hiver, c'est sympa, mais il n'y a rien sur les questions de climat, il n'y a rien sur les questions de vivre ensemble, il n'y a rien sur les questions, et Bruno Le Maire est encore pire, voilà. Bon, donc moi je ne me résous pas, donc je pense qu'on a une responsabilité. Le 21 avril 2002, on n'a pas vu venir. Moi je fais partie des gens qui ne pensaient pas que la gauche pouvait être éliminée, qu'on pouvait avoir le FN devant le PS. Tandis que là, on sait un an à l'avance, nous savons tous un an à l'avance que s'il n'y a rien de nouveau qui émerge, on va vers une catastrophe. Et tous ceux qui pensent que le balancier reviendra en 2022, tous ceux qui, autour de Mélenchon, autour de Duflot, autour de Valls, l'autre jour, le bras droit de Manuel Valls, en Libération, disait « Notre objectif a toujours été 2022, pourquoi accélérer le pas ?» Car Vounas, dans Libération, disait de façon totalement cynique et indécente
Notre objectif a toujours été 2022. On laisse le vent se planter, puis on laisse la droite pendant 5 ans, et tous ces gens pensent qu'il y a un mouvement de balancier, que le balancier reviendra vers eux. Je ne suis pas sûr. En Autriche, il y avait eu 30 000 voix de plus, c'est un facho qui arrive au pouvoir. Voilà. Je ne suis pas sûr que le mouvement, surtout si la gauche reste divisée. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à tout faire et qu'on travaille ensemble. On a des vraies convergences. C'est Laurent Pinatel l'autre jour à Amiens, quand on était des centaines, que sur la question de l'usine des 1000 vaches, vous avez les copains de la Confédération qui avaient été chopés de façon assez violente par la police. Voilà. Et quand Laurent est sorti du tribunal, il voit qu'on est des centaines de plein de réseaux très différents, des associations, des syndicats, des ONG, des partis politiques, et qu'on est tous ensemble. En fait, on a plein de choses en commun. Ici, je suis sûr qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de réseaux, et qu'on a 90% de choses en commun. Donc est-ce qu'on ne peut pas, pendant l'été, moi je trouve que si on veut être sérieux, on a tous des frissons dans le dos quand on parle de Stéphane Hessel et du Conseil national de la résistance, mais le Conseil national de la résistance, ils se sont mis ensemble pour bosser. Des partis politiques qui se détestaient, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, les communistes et les gaullistes, des syndicats qui se divisaient, voilà. Et quand il y a les nazis qui débarquent et quand le pays s'effondre, ils sont capables de se mettre ensemble pour lutter contre les nazis et se mettre ensemble pour rédiger un projet des jours heureux en quelques mois. Et imaginez que dans un pays dévasté, ils ont le courage d'imaginer qu'on peut mettre en place une sécurité sociale, qu'on peut mettre en place... Donc nous, je trouve qu'on n'est pas bons, les amis, je trouve, nous tous, qu'on n'est pas bons, si on accepte la catastrophe et de sans rien faire. On a encore 11 mois pour se préparer. Donc je pense qu'on peut travailler, si on prend ce qu'il y a de mieux chez Attac ou à la Confédération Paysanne, si on prend ce qu'il y a de mieux sur les questions de logement à la Fondation BPA, si on prend ce qu'il y a de mieux dans ce que propose Alternativa sur les questions d'énergie, ce que propose sur le temps de travail, voilà. Je pense qu'on peut avoir un projet génial. Les gens qui ont vu le film Demain, vous voyez, on voit comment, ça redonne de l'espoir, on pourrait avoir un projet vraiment génial et vraiment très crédible si on bosse pendant quelques semaines, pendant l'été, on se met d'accord peut-être pas sur 300 propositions, mais sur 15 propositions. Et on fait une équipe. Dans la 5e République, ça les rend tous fous d'avoir le système monarchique, mais on fait une équipe. C'est une équipe avec des gens de différents partis, de différents réseaux associatifs, des gens qui n'ont jamais fait de politique, et puis il y en a quand même quelques-uns qui sont bien, à Europe Écologie, à Nouvelle Donne ou ailleurs, et on se réunit ensemble, on se met d'accord sur des propositions, et on est des centaines à faire campagne. Sanders, il a failli gagner, mais s'il n'a pas gagné, c'est qu'il était le seul à faire campagne. Un petit vieux monsieur de 72 ou 73 ans qui fait 2 meetings par jour, mais il était le seul porte-parole. Donc il n'y est pas arrivé. Tandis que nous, si on est c'est quand même pas compliqué, nos projets sont quand même très convaincants. Dès qu'on nous entend les uns les autres, c'est quand même très convaincant. Donc je trouve que ça aurait de la gueule qu'on se dise ici, la fin septembre, on se met d'accord sur 15 propositions, on se forme, on est des dizaines, des centaines à être acteurs pour inviter des gens à prendre un apéro. Là, en ce moment, on reçoit tous des copains à la maison pour regarder le football, pour bouffer une pizza en encourageant l'équipe de France. Peut-être que l'avenir de notre pays, l'avenir du globe, c'est aussi important que le football. Peut-être qu'on peut se dire de temps en temps qu'on invite des copains à la maison pour parler de choses sérieuses et pas simplement pour blaguer sur le voilà. Donc, et on peut avoir pendant 10 mois une campagne magnifique. Et je pense, moi j'avais signé l'appel de Thomas Piketty, que si on veut que la gauche... Il y a quand même 2 choses nouvelles, si on parle de stratégie... il y a le FN qui est à 28%. Je ne suis pas sûr du tout que le balancier revienne vers nous dans 6 ans. Et dans 6 ans, peut-être qu'on aura passé un point de non-retour sur les questions de climat, sur les questions d'accueil des réfugiés, sur les questions de démocratie. Je ne suis pas sûr que nos sociétés tiennent encore 6 ans. Donc c'est quand même mieux si on met le paquet. Et on peut gagner, regardez, à Rome, je m'arrête là-dessus et je te laisse la parole, Tchetch, la femme qui vient d'être élue la maire de Rome, elle était inconnue en février. Une femme inconnue. Mais on en a marre de revoir le 28e retour de Juppé face à Sarkozy ou de Juppé, voilà. Donc je pense que si des citoyens s'engagent en politique, je pense qu'on peut créer la surprise. Et je pense qu'il faut des hauts fonctionnaires, très qualifiés au service du pays, mais il ne faut pas leur laisser tout le pouvoir, il faut qu'il y ait de la diversité dans le recrutement et dans la formation. Donc je pense que je déteste toutes les formes de racisme, et le racisme anti-énarque pourrait être une forme de racisme, mais honnêtement, quand on voit leur bilan collectif depuis 20 ans, ça n'est pas bon, mais c'est aussi que les politiques leur laissent trop de pouvoir. Moi, je me souviens à une époque où Jean-Marc Ayrault voulait essayer de changer de politique, on se voyait avec l'équipe de Jean-Marc Ayrault, et une fois, le conseiller social de Jean-Marc Ayrault me dit « Tiens, j'ai 1 heure cet après-midi, viens me voir », donc j'arrive, et c'était 1 mois avant le grand sommet social. Chaque année, ils ont fait semblant qu'il y avait un grand sommet social où tout le monde se retrouvait. Et donc, pour lancer la discussion, je demande au conseiller social du Premier ministre qu'est-ce que vous allez faire cette année dans le sommet social. Et il me répond j'attends la note de cadrage du Trésor, je te la donnerai quand je l'aurai. Et moi, j'avais cru que quand les socialistes avaient tous les pouvoirs, c'était eux qui faisaient la note de cadrage. Et que peut-être qu'ils étaient appelés, s'il leur fallait un graphique ou un chiffre, le Trésor. Mais si on dit que même l'équipe resserrée de Jean-Marc Ayrault dit j'attends la note de cadrage du Trésor, au Trésor, il y en a 80% qui votent à droite et les autres
Presque pareil, voilà. Donc si c'est eux, si alors que la gauche a tous les leviers, l'Assemblée, le Sénat, les régions sur l'Est, le Trésor décider ce qu'on met sur la table de négociation, c'est pas comme ça qu'on va bouger. Donc je pense qu'il faut une autre formation pour les hauts fonctionnaires, et qu'il faut que les politiques reprennent le pouvoir, et qu'il faut que les citoyens, peut-être tu as eu tort de me laisser la parole, tu sais que je suis bavard, une des réformes que veut faire Nouvelle Donne, c'est évidemment la fin du cumul des mandats, mais c'est aussi la loi d'initiative citoyenne. Ça nous paraît fondamental de dire que les citoyens peuvent aussi faire des propositions de loi. On n'est pas seulement là pour voter une fois tous les 5 ans et puis manifester dans la rue quand c'est vraiment trop catastrophique. La loi d'initiative citoyenne, c'est dire que dès qu'un texte est signé par 100 000 personnes, un texte qui est conforme à la Déclaration européenne des droits de l'homme, mais un texte signé par 100 000 citoyens, on a accès à la télévision pendant 5 minutes à 20 h sur toutes les chaînes, donc tout le monde est au courant, le débat est public, et l'Assemblée doit examiner ce texte au même niveau qu'un texte qui vient de l'Élysée ou de Matignon. Et c'est une façon de faire reculer les lobbies, par l'amiante. S'il y avait eu une loi d'initiative citoyenne, je pense qu'on aurait interdit depuis très longtemps l'amiante. Sur la question, moi je suis apiculteur, il y a des produits qu'on aurait dû interdire depuis très longtemps, mais les lobbies bloquent ça. Tandis qu'avec les lois, la prochaine réforme des retraites, la prochaine réforme elle peut être faite par des citoyens qui auront réfléchi. Et s'il y a 100 000, voilà, donc je ne veux pas être trop long, mais pour nous, la Nouvelle République, il faut absolument qu'on arrive à gagner l'année prochaine, qu'on fasse une constituante et qu'on fasse un référendum pour redonner la main aux citoyens. Bonsoir. Je voudrais savoir, premièrement, est-ce qu'on a besoin en France, un pays de 70 millions de personnes, 577 députés à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on doit supprimer une partie? Deuxième question, il y a aussi le Sénat, le rôle du Sénat. Est-ce que vraiment elle a un rôle très important? Est-ce qu'elle a vraiment un rôle démocratique? Et ma troisième question, c'est très simple. Pourquoi en France, les gens sont peur de la constitution intégrale, de l'élection intégrale? C'est le proportionnel intégral, pardon. Pourquoi les gens, ils ont peur de ça? Est-ce que sera le cas comme en Espagne? Est-ce que sera le cas comme en Belgique? Est-ce que sera le cas comme en Israël? Ou dans d'autres pays du monde, vous voyez? Non, je donne des exemples, pardon. Est-ce que je dis, est-ce qu'il y a des gens intelligents en France, de droite, de gauche, peuvent s'unir ensemble, éventuellement, pour sauver la France? Je vous remercie. Bonsoir. J'aimerais vous interpeller sur un sujet qui m'est assez cher, qui est la jeunesse. Donc je suis désolée, je viens un petit peu baisser la moyenne d'âge que vous avez dit tout à l'heure. En fait, j'ai quand même une question fondamentale. Tout ce dont on vient de parler concerne la société actuelle, c'est vrai, mais par contre, ça concerne l'avenir des jeunes. Quoi qu'on dise, les jeunes sont vraiment source de beaucoup d'idées, de créativité, d'innovation. Quelle place et comment allez-vous en tout cas les sensibiliser à leur cause, parce qu'en fait c'est pas votre cause, c'est leur cause à eux. Quelle place pour les jeunes dans cette nouvelle donne, et comment les sensibiliser, parce qu'effectivement ils sont les premiers concernés et je crois qu'ils ont beaucoup d'idées pour faire changer les choses en tout cas. Une question concernant la stratégie pour 2017. J'ai cru comprendre de la part de M. Cambadélis qu'il proposait une primaire de la gauche de gouvernement. À ma connaissance, Nouvelle Donne n'a jamais fait partie de cette gauche de gouvernement, et tout ce que j'ai entendu ce soir et tout ce que j'ai lu dans vos livres, c'est le contraire de ce qu'on a vu depuis 2012. Alors, est-ce que la porte de cette primaire serait ouverte? Et la question, c'est est-ce que le PS fait partie de la gauche du gouvernement? Parce que vous faites partie de la gauche tout court. Mais moi, j'ai l'impression qu'on reconnaît dans la gauche du gouvernement. C'est eux qui n'en font plus partie. Mais, voilà, je n'ai rien vu de gauche depuis 2 ans, parce que le début du mandat était... Mais là, ce qu'on nous impose sur la déchéance de nationalité, sur l'accueil des réfugiés, ce qu'on nous impose sur la loi travail, il n'y a pas un gramme de gauche là-dessus. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on est comme plus... au gouvernement, c'est plus la gauche. J'ai l'impression que nous tous qui sommes ici, dans la diversité de nos réseaux, on est... Voilà, le mot gauche, il y a des gens qui ne veulent plus rien dire, parce que pour eux, il y a des gens, il y a aussi une question de génération. Pour les plus jeunes, la gauche a autant trahi que la droite.
Donc il y a des gens qui, c'est pour ça qu'il y a 6 mois, Podemos disait on est ni à gauche ni à droite, on rassemble le peuple contre les lobbies qui bloquent tout. Mais en tout cas, Cambadélis ne pourra pas verrouiller la primaire, il peut dire ce qu'il veut, mais dans les statuts, c'est marqué qu'elle est ouverte à tous les partis qui le veulent. Voilà. Et donc ils ont envie de la restreindre, à juste François Hollande, il a tout fait pour empêcher cette primaire. Au début, Cambadélis a dit qu'il n'y aurait pas de primaire, puis il a dit que ce sera une primaire à un tour, qui est une façon de se foutre du monde en espérant qu'il y aurait 15 candidats et que François Hollande, juste avec 15%, arrivait à être qualifié. On était quelques-uns à lui dire qu'il y avait des limites à la blague, qu'il fallait évidemment 2 tours. Et donc je pense que dans une primaire à 2 tours, je pense que Hollande est sûr d'être battu. Je répète, les 1 500 000 personnes qui ont signé contre la loi travail, ou bien leur sont complètement maso, et je ne comprends rien aux citoyens de ce pays, ou bien je pense que si on leur présente un vrai projet, ils seront très heureux d'aller foutre une raclée à Hollande, qui nous a menti, qui nous a trahi depuis 4 ans, et montrer qu'il y a une équipe. Et j'insiste sur le fait que c'est une équipe qui va porter un vrai projet, et je pense que ça peut être revigorant. Donc, après ça, ce que je vous ai dit, c'est ma vision des choses au sein de Nouvelle Donne. On a un débat là-dessus, on décidera en septembre. Voilà. C'est des questions compliquées, mais en tout cas, je crois qu'il y a faire une candidature par ailleurs. Maintenant qu'il y a une primaire, tous les médias et tous les citoyens vont s'intéresser. Et donc, est-ce que le match sera seulement Montebourg face à Hollande? Si nous, on n'y va pas dans la façon dont je le propose, avec une vraie équipe, où les idées de Nouvelle Donne sont évidemment très visibles, mais il n'y a pas seulement. On va aussi parler avec la Confédération Paysanne, on va aussi parler avec Attac, on va aussi parler avec la Fondation Abbé Pierre, avec les gens d'Alternativa, sans vouloir les brouiller forcément, mais que notre projet soit amélioré par voilà. Si on n'y va pas, ça veut dire que l'avenir de la gauche sera entre Montebourg et Hollande. Et bien moi, ça me fait peur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, je pense qu'il faut qu'on y aille, et on n'y va pas pour leur baiser les pieds, on y va pour les éclater et leur permettre de partir à la retraite. C'est des gens qui depuis 30 ans n'ont rien compris. Non mais les éclater de façon non violente. Mais on a porté plainte, Nouvelle Donne, on a porté plainte contre François Hollande, contre Emmanuel Macron au mois de novembre. Ils ont du sang sur les mains. Quand il y a 15 000 personnes qui meurent chaque année, ils savent qu'il y a des solutions. Stéphane Hessel et moi, on avait reçu en août 2012 une lettre de François Hollande adressée à Stéphane Hessel et Pierre Larouturou, où il nous remerciait pour le travail du collectif Roosevelt en disant qu'il avait lu pendant l'été notre petit livre, c'était plein de solutions concrètes et qu'il voulait nous voir très vite. Donc ils savent qu'il y a des solutions. Il y a 3 ans, Emmanuel Macron me dit ton idée sur le logement est excellente, fais-moi une note. J'ai éclaté de rire en disant je vais te faire une note, mais il y a 10 ans, Delanoë me disait déjà la même chose. Donc ils savent qu'on peut avoir une vraie politique du logement. Et ça changerait la vie quotidienne de millions de gens. Ils savent la question des 1000 milliards sur le climat. Il y a 1 an, on a été reçus, parce qu'on était 5 avec Pierre Laurent, avec Éric Coquerel, on avait fait un texte pour dire qu'il fallait aider la Grèce, ne pas laisser la Grèce s'effondrer. Et François Hollande nous a reçus le 22 juin, presque il y a 1 an jour pour jour, pendant 1 heure à l'Élysée. Le soir, il y avait le grand sommet sur le climat, et le matin, il nous a reçus pendant 1 heure. Et je lui ai donné clé en main le papier qu'on avait fait avec Michel Rocard, qui montrait comment on pouvait aider la Grèce, baisser les taux d'intérêt sans changer les... Voilà, vous voyez, comment on pouvait aujourd'hui aider la Grèce, donner une grosse bouffée d'oxygène. Je lui ai dit à François Hollande, c'est à toi de faire ce travail d'explication. Merkel est tétanisée parce que toute la presse allemande tape sur les Grecs. C'est à toi d'expliquer qu'on peut aider la Grèce sans augmenter les impôts sur les salariés allemands et les retraités allemands. Je comprends que les Allemands en ont marre, ils ont payé tout seuls la réunification, ils ont payé tout seuls avec Hartz, donc on peut aider la Grèce sans augmenter les impôts. Donc je lui donne ce papier, et je lui donne le papier que le même jour, on avait fait avec Jean Jouzel, le prix Nobel de la paix, climatologue, en disant que les 1000 milliards doivent aller sur le climat. Et je lui donne, et je lui dis, je sais que Nicolas Hulot en a parlé à 2 reprises, c'est à toi de porter cette idée au niveau européen, tu vas bientôt recevoir le sommet climat, c'est à toi de montrer qu'au-delà des beaux discours, on peut mettre les 1000 milliards. Et je lui dis, je sais que Nicolas Hulot en a parlé, et même Philippe Maystadt, l'ancien patron de la Banque européenne d'investissement, me dit qu'il en a parlé avec Tite Meyer, l'ancien ministre allemand, et qu'on peut facilement convaincre les Allemands. Putain, c'est que du bonus. Je donne ça à François Hollande. Il me répond, non Pierre, mon action est très souterraine, c'est à vous de faire ce travail de pédagogie. Oui, on se demande pourquoi ils veulent le pouvoir. Donc voilà, il faut y aller franchement, en équipe, avec un vrai projet, et sans avoir peur. La démocratie, c'est ça, hein, sinon... Alors, sur la question, je finis par de répondre. Donc, Nouvelle Donne décidera en septembre, mais moi, je pense qu'il faut qu'on, sans attendre, on se mette au boulot pour améliorer le projet de façon collective et se former pour être très nombreux, être porte-parole et faire une campagne. Je ne sais pas si vous avez vu le film No. Le film No raconte comment Pinochet est tombé, c'est une histoire vraie, comment Pinochet a été obligé de faire un référendum qu'il a perdu parce que des citoyens se sont mis en mouvement, qu'ils ont fait une campagne très joyeuse, très efficace et que Pinochet a dû démissionner. On n'a pas répondu sur la Corée du Sud. Honnêtement, je n'étais pas au courant, madame. Désolé, on nous montre beaucoup les dégâts de la Corée du Nord, qui sont assez monstrueux, et donc je découvre grâce à vous les problèmes de démocratie en Corée du Sud, donc je vais mener mon enquête pour mieux être moins bête la prochaine fois qu'on se croisera. Et donc merci de nous avoir alertés là-dessus. Sur la question des députés, je pense effectivement qu'on peut avoir moins de députés, et surtout mettre fin au cumul des mandats.
Pour nous, c'est fondamental, c'est un mandat, au maximum de 2 dans le temps. On ne peut pas être député et autre chose. Si on est député, c'est un homme ou une femme à plein temps à l'Assemblée pour écouter les citoyens, pour contrôler le gouvernement. Et maximum, grand maximum, 2 mandats à la suite. Voilà. On peut pas, c'est pas une carrière la politique, c'est être au service des gens. Sur la question du Sénat, donc, sur la question du Sénat, ce que propose Nouvelle Donne, c'est un Sénat où il y a en même temps des élus qui viennent d'ONG ou d'associations, et puis des citoyens tirés au sort. Et on est en train d'en débattre, le projet de Nouvelle Donne sera fini à la fin du mois d'août, mais on est sur cette proposition de permettre à des citoyens de rentrer pendant 1 an ou pendant 2 ans au Sénat pour que ce soit des gens normaux qui participent à ce travail. Pardon, je parle de nombre de sénateurs. Je vous ai dit qu'on pouvait... Oui, pardon, monsieur, je dis... Pas le nombre de députés, on est d'accord, je vous ai répondu. Nous sommes le seul pays du monde proportionnel au nombre d'habitants. Où il y a autant de députés et autant de sénateurs. Pardon, je parle peut-être trop vite, mais j'ai dit qu'on était d'accord pour dire qu'on peut être moins nombreux, qu'ils soient là à plein temps, donc c'est aussi pour ça que ça va être mais ça c'est pour les députés, mais pour le Sénat aussi. Monsieur, je vous réponds que oui, on est d'accord pour dire qu'il faut en avoir des moins nombreux, qui ont les moyens d'agir, qui ont les moyens de contrôler le gouvernement pour de vrai, et après ça... qu'ils soient élus démocratiquement. Qu'ils soient élus démocratiquement, mais qu'il y a aussi du tirage au sort, c'est une option pour que les gens puissent prendre une année pour être au service du pays en étant sénateur. Il y a ceux qui seront élus, il y a ceux qui viendront des ONG, et puis il y a ceux qui veulent être tirés au sort. Je finis sur la proportionnelle intégrale. On voit en Espagne que c'est pas génial, il y a des limites. Là, l'Espagne, ça va finalement être sans doute Rajoy qui va rester au pouvoir. Mais il y a, pardon si vous permettez, il y a des points communs dans n'importe quel programme, que ce soit de gauche ou de droite, de côté, qui sont des points très importants pour la France, pour sauver la France. C'est ça le problème. Ben nous, on pense qu'il y a besoin Parce de que les sursaut Français sont intelligents pour trouver une entente entre droite et gauche pour sauver la France. Bon, en tout cas, nous, on pense que la proportionnelle intégrale, en Israël, on ne peut pas dire que ça donne des très bons résultats. Le bilan en Israël, c'est quand même pas génialissime. Donc, on peut avoir une proportionnelle avec quand même une stabilité et une capacité. Mais c'est aussi pour ça que nous, on veut la loi d'initiative citoyenne, on veut le référendum. Si Nouvelle Donne arrive aux manettes, il y aura 3 référendums en 3 ans. Un référendum sur un nouveau contrat social, un référendum après une constituante sur un nouveau contrat démocratique, et au bout de 2 ans, un référendum sur l'Europe, ou bien on a des nouveaux traités, ou bien on bloque le rang européen. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais notre stratégie, c'est avec quelques pays, relancer l'Europe avec 9 ou 10 pays, et dans 2 ans, il y a un référendum le même jour, en Allemagne, en France, en Italie, et donc ce n'est pas un référendum pour ou contre Rajoy, pour ou contre Merkel, pour ou contre Artampion, c'est est-ce que oui ou non, vous voulez une Europe vraiment démocratique, une Europe qui lutte vraiment contre le dérèglement climatique, et je pense qu'avec 9 ou 10 pays, on peut avoir je n'ai pas le temps sur la question de la démocratie européenne. Vous voyez, actuellement, c'est la paralysie, parce qu'il faut que les 27 ou les 28 chefs d'État se mettent d'accord, donc c'est la paralysie, et donc c'est les lobbies qui gouvernent. Nous, on pense qu'il faut élargir les compétences et mettre en place un système parlementaire. Et c'est pas grave si on n'est pas 27, mais si on redémarre avec 10 pays, au moins qu'il y ait une vraie ambition sociale, une vraie ambition démocratique, une vraie ambition sur les paradis fiscaux, une vraie ambition sur le climat. Je finis sur la question des jeunes. Oui, on essaye à Nouvelle Donne de leur donner envie de s'engager et de leur donner des responsabilités. Notre tête de liste aux élections régionales en Aquitaine avait 23 ans. Notre tête de liste aux élections européennes avait 25 ans ou 28 ans. Donc on essaye, dans notre façon de désigner les candidats, c'est pas Paris, il y a d'autres partis politiques, où c'est le chef qui désigne son gendre pour être tête de liste dans telle ou telle région. Ça c'est lui, ne rigolez pas, même les forces progressistes. Nous, c'est des jurys tirés au sort, qui auditionnent tous les candidats pendant 48 heures, et du coup, on voit des gens qui n'ont jamais fait de politique, qui s'engagent, et qui font parfois des très belles campagnes. Ça ne marche pas toujours. Il y a une région où il y a un jeune qui a en fait foiré sa campagne. On peut être jeune et ne pas être efficace tout de suite, mais on a d'autres régions où c'est des gens qui avaient entre 20 et 30 ans, qui n'avaient jamais fait de politique, et qui ont fait des très très belles campagnes. Voilà, donc, et ça fait plaisir d'avoir en même temps des gens qui ont 25 ans et d'autres qui en ont 65, et je trouve qu'il y a un plaisir d'être dans une diversité d'âge, d'avoir en même temps des patrons de PME, des artisans et des salariés du secteur public. Ça fait du bien de voir qu'on peut être rassemblés sur des mesures assez radicales. Donc je pense qu'il est fondamental de dire aux jeunes, mais c'est votre avenir effectivement. Soit vous serez une génération perdue, si on ne fait pas bouger la société, vous allez morfler. Vous aurez tout, vous aurez pas la double peine, mais la triple peine, la quadruple peine, vous aurez tout. Si on fait le bilan de tout ce qu'on a dit chez moi sur les crises qui s'accumulent sur nos têtes. Soit vous allez faire bouger, et vous pouvez vivre dans un pays de cocagne. On a tout pour vivre heureux. Et donc on peut vivre de façon plus frugale, mais de façon plus conviviale. Voilà. Le bouquin qu'on a fait avec Michel Rocard, les derniers mots, c'était un pays qui retrouve le goût de la fête. Voilà. Quand on fera le bilan de notre vie sur notre lit de mort, chacun de nous, et à un moment on fera le bilan de notre vie, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a sur le chiffre d'affaires, ce qu'on a sur notre compte en banque. C'est des moments de convivialité, des moments de bonheur. Donc je pense qu'il faut dire aux jeunes, vous avez tout, on pourrait vivre dans un pays de cocagne.
on n'a jamais été aussi riche, humainement, technologiquement, voilà, on pourrait vivre super, dans une société en équilibre à tout point de vue, mais c'est à nous de le décider. Et si on laisse le pouvoir, Einstein aussi avait raison quand il disait qu'il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Si on compte encore et toujours sur ceux qui sont là depuis 40 ans, c'est qu'on est maso. On est quand même dans des pays démocratiques. De l'autre côté de la Méditerranée, il y en a qui se font tuer pour avoir le droit de vote. On est quand même dans des pays où nos arrière-grands-pères se sont fait tuer pour avoir le droit de vote, y compris pour les femmes, y compris pour les jeunes. Donc on n'est pas bon si on n'est pas capable de réagir. Parler très peu, juste à la fin un peu, de l'Europe. On parle trop peu de l'Europe. Or, actuellement, il n'y a pas seulement le Brexit, mais il y a des pays qui, franchement, ne sont pas européens, qui ne veulent pas l'être, la Pologne, la Hongrie, etc. Et nous, en France, on en parle très, très peu. Il faut dire que je suis un peu européen, puisque j'ai la double nationalité allemande et française, et que j'ai vécu une majeure partie au Portugal. On parle très souvent, l'Europe, un des problèmes qui est vraiment européen, c'est l'écologie. En premier lieu, il n'y a pas de limite pour l'écologie. Donc c'est un problème européen. La jeunesse, pareil, les programmes Erasmus et tout, la jeunesse de nos jours, ce n'est pas l'avenir de la jeunesse en France, n'est pas la France, c'est l'Europe. Donc il faut parler de l'Europe, il faut la refaire. Or, on parle toujours, on emploie un mot très souvent, la souveraineté. Tout le monde veut garder ou récupérer sa souveraineté. Ou on fait l'Europe, ou chacun est souverain. Souveraineté, ça veut dire faire sa petite muraille autour de soi, quitter l'euro, etc. On est déjà un peu engagé quand même, avec l'euro et avec d'autres choses. Mais si chacun veut parler de souveraineté, on n'y arrivera jamais. Quelle est l'idée de Nouvelle Donne sur la nouvelle Europe? Sur la souveraineté, moi je pense que c'est une question fondamentale qu'il ne faut pas laisser au Front National. Et que c'est très légitime de dire je veux être souverain de ma vie. Je veux pouvoir choisir mon boulot, je veux pouvoir choisir des modes de transport qui ne polluent pas la planète. Je veux pouvoir, au niveau local, développer une monnaie comme le SCO qui permet de développer des circuits courts avec des entreprises qui ont un certain nombre de valeurs. Donc moi, je ne fais aucune opposition entre le fait de dire qu'on veut renforcer notre souveraineté au niveau national. Il y en a marre des lobbies bancaires. La loi, il faut une séparation des banques, qui soit faite par les députés et les citoyens, non pas. Donc on peut en même temps renforcer notre souveraineté personnelle dans l'entreprise, notre souveraineté au niveau local, notre souveraineté au niveau du pays avec la loi d'initiative citoyenne, avec le non-cumul, avec une 6e République, et en même temps au niveau européen, passer des domaines où nous n'avons aucune souveraineté si on reste tout seul. La Chine vient d'augmenter de 300% son budget militaire en 8 ans, il y a eu une escalade entre la Chine et le Japon qui est terrible, et avant-hier, la Chine et la Russie ont scellé une grande alliance. Est-ce que quand vous voyez les dangers la question du climat, la question de la guerre, voilà, la crise de 29, elle a débouché sur la barbarie, on n'est pas sûr du tout que ça finira. Donc, est-ce que vous pensez que la France toute seule va être capable de sauver la paix? Ce qu'on a fait au Mali, on n'est plus capable en 3 ans juste parce qu'on n'a pas le budget militaire suffisant. Donc, ou bien on choisit l'impuissance, et on se dit qu'on fait confiance à la Russie, à la Chine et aux États-Unis pour construire la paix dans le monde, ou bien on se dit qu'il faut peut-être quand même une Europe capable de diplomatie. Et voilà, souvenez-vous en 93, quand il y a eu les accords d'Oslo, quand on pensait que la paix était à la portée de la main entre Israël et la Palestine, les accords d'Oslo, leur nom l'indique, ils ont été négociés avec l'aide de l'Europe. La poignée de main historique, c'était chez Bill Clinton, mais accord d'Oslo, c'est pas accord de Washington, c'est l'Europe qui les a aidés. Et ceux qui voulaient la paix en Israël et en Palestine ont demandé que l'Europe les aide, avec un plan Marshall, avec une force d'interposition. Et on est 23 ans plus tard, et l'Europe n'a toujours aucune capacité diplomatique, aucune force d'interposition. Et on voit les horreurs qui... Voilà. Donc moi je pense qu'il faut... C'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas faire péter l'Europe. J'étais hier en débat avant-hier avec Florian Philippot du Front National. Je pense que ce serait dramatique, aussi bien pour des raisons économiques, pour protéger notre modèle agricole, faire changer le modèle agricole, mais aussi le réguler. Pendant 30 ans, l'Europe était un espace qui régulait les marchés agricoles. Et les paysans vivaient très bien. Dans le secteur du lait, quand il y avait des quotas laitiers, les gens n'avaient pas besoin d'une subvention. Le but d'un paysan n'est pas d'avoir une subvention de Bruxelles, c'est de faire un métier qu'il aime, à l'endroit qu'il aime et de vivre correctement. Pendant 30 ans, l'Europe a protégé le revenu des paysans. Donc il faut changer le modèle, mais il faut aussi le protéger. Donc il y a des domaines où c'est au niveau européen, avec la FOUDI, qui disent. Et ça n'empêche pas la nation de continuer à vivre. En Inde, vous connaissez l'accord de l'Union indienne, on connaît tous. L'Union indienne ne s'occupe que de diplomatie, de défense, de monnaie et de recherche. Il y a un gouvernement qui s'occupe de diplomatie, de défense, voilà. Et ça n'empêche pas le Kerala, même s'il y avait un gouvernement très à droite au niveau de tout l'ensemble de l'Union indienne, le Kerala pourrait garder une politique de justice sociale en matière de santé, de logement, d'éducation. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil en Europe avec un traité social?
Aux États-Unis, la diplomatie ou la défense sont au niveau du pays, et il y a des modes de vie très différents entre le Texas et la Californie. Vous avez des endroits où il y a le mariage gay, il y a des endroits où les homosexuels n'ont pas le droit de se marier, il y a des endroits où il y a la peine de mort, il y a des endroits où on dit que c'est juste une barbarie la peine de mort. Donc on peut avoir une diversité des pays, même si on a une union, comme en Inde ou comme aux États-Unis, qui s'occupe de diplomatie et de défense. Sinon, ça veut dire qu'on renonce à agir sur la mondialisation. Donc il faut une diplomatie européenne. C'est ce qu'on propose, avec un contrôle des citoyens, avec un contrôle démocratique, et que tous les 5 ans, c'est le vote du Parlement qui dit qu'est-ce qu'on fait en matière de diplomatie, est-ce qu'on va plus loin sur le climat, qu'est-ce qu'on fait pour construire la paix. On est dans un monde dangereux, et il faut une puissance capable de construire la paix. Par la justice sociale, pas d'abord par les armes, par la justice sociale, par la justice climatique, mais aussi parfois par une force d'interposition. Je veux dire, Pierre, que j'ai vraiment très apprécié pratiquement tout ce dont vous avez parlé. Beaucoup de choses j'ai en commun. Il y a une chose qui me pose vraiment problème, c'est le positionnement par rapport à Mélenchon. Quand vous dites que Mélenchon est un défaitiste, c'est pas vrai. C'est le seul finalement qui a le courage de se dégager de cette primaire, qui est à mon avis un piège, parce que la plupart des candidats qui se présentent à cette primaire, ce sont des bourgeois qui sont tout à fait engraissés et qui s'engraissent sur le peuple et qui sont corrompus quelque part, qui ont corrompu le socialisme. Tout le monde est plus ou moins, j'imagine, d'accord là-dessus. Et je ne suis pas en train de faire la promotion de Mélenchon, mais je pense que c'est absolument pas juste ce que vous dites. Et c'est démagogue, et c'est aussi une façon de vous positionner vous, quelque part. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et je suis déçue par rapport à ça. C'est dommage, parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de partage. Alors justement, moi, mon positionnement, c'est le partage. C'est d'arrêter de tirer l'épingle du jeu pour soi-même. Ici, par exemple, samedi dernier, à Pau, on a essayé d'organiser une journée, on a appelé ça fête de la politique, où on veut proposer aux gens un espace où on peut établir des plateformes communes. Et c'est exactement, ironiquement, dans le même discours que vous avez, où d'un côté vous dites il faut qu'on bosse tous ensemble, etc. Mais par contre, d'un autre côté, attention, Mélenchon, il est dans la défaite, alors qu'il a réuni 10 000 personnes à Paris, ces gens sont montés d'ici des cars dans toute la France, avec des idées absolument très similaires, sur beaucoup de plans assez similaires, sauf que lui se dit, je pense, oui, ça, que le piège c'est la primaire, parce que si, et il y avait très peu de chances que vous puissiez gagner cette primaire, on se fait bouffer de nouveau et on est reparti pour les mêmes choses. Madame, comme on a peu de temps, je vais vous répondre en 10 minutes. Excusez-moi, moi je m'entends très bien avec Jean-Luc Mélenchon, mais c'est juste qu'il passe son temps à citer Corbyn et Sanders. Corbyn et Sanders, ils sont allés dans une primaire. Corbyn, il a éclaté le New Labour, il a gagné avec 59% des voix, il a redonné de l'espoir à plein de monde, mais parce qu'il a accepté la primaire. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne va pas dans la primaire? Parce que sinon, on va avoir 2 ou 3 candidats à la gauche. Or, je répète, le Front National est à 28% et la droite fait une primaire pour la première fois. Donc, je suis désolé, on est dans la 5e République. Il n'y aurait aucun problème. Sa stratégie en Espagne, ou en Italie ou en Portugal ne me gênerait pas du tout. On voit comment la gauche au Portugal est allée aux élections de façon séparée, mais qui se sont rassemblés après ça pour quand même récupérer le pouvoir face à la droite. Donc la stratégie de Jean-Luc ne me gênerait pas du tout si on n'était pas dans la 5e République. Mais dans la 5e République, il n'y en a que 2 qui arrivent au 2e tour de la présidentielle, et si on veut faire naître une nouvelle République, il faut être à l'Élysée. Désolé, mais toutes nos idées sur la démocratie, c'est pas Alain Juppé qui va faire une constituante et un référendum. C'est pas Alain Juppé qui va se battre pour un traité social. Donc, non mais c'est la réalité. Donc si Jean-Luc, l'autre jour, ce que disait Gérard Filoche, on était à Rouen ensemble, il disait Jean-Luc est tout content parce qu'il est à 13%. Ok, mais si Jean-Luc est à 13% et Hollande qui est à 13%, mais Le Pen qui est à 28% et Juppé qui est à 30%, ok, ben voilà, ben on devra choisir entre Le Pen et Juppé au 2e tour. Je suis désolé, je ne comprends pas, peut-être que je l'ai dit de façon trop rapide, mais j'ai vraiment de l'estime pour Jean-Luc Mélenchon, on s'est vu à plusieurs reprises, on est souvent dans des manifs ensemble, il n'y a aucun problème humain, mais en termes de stratégie, je suis désolé. Je ne comprends pas, et je crois que même au sein du parti gauche, beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans cette primaire. En plus, il pourrait peut-être la gagner. Pardon, je suis entièrement d'accord. Tout le discours que tu as, je le rejoins à 100% pour ne pas dire plus, et je suis entièrement d'accord. Pourquoi
tu ne vas pas dans la radicalité et ne pas aller à ces primaires. Il ne faut pas y aller à ces primaires, parce que si jamais... Non, mais c'est cautionner la politique libérale. Corbyn, il a échappé le débat, ses amis. C'est dommage, Corbyn, tu contredis tout ton discours. Mais Corbyn, excuse-moi, en Angleterre, Corbyn, il a échappé le... Il a raison. Mais on va voir, ça dépend si on veut gagner l'année prochaine ou si on attend 2022. Non, il faut gagner l'année prochaine. Eh bien, excusez-moi, mais on ne peut pas s'associer à ces primaires. mais c'est pas s'associer, excusez-moi. Restons sereins, pardon, attendez, restons sereins. Si tu perds, tu vas respecter la démocratie. Mais est-ce que tu donc penses... tu vas cautionner le gagnant. Excuse-moi, comment tu peux faire ça? Excuse-moi, s'il y a 3 millions de gens qui vont voter, eh bien, excusez-moi, c'est ce qui s'est passé la dernière fois, et on a vu en Angleterre comme... Excusez-moi, mais Sanders a redonné le goût de la politique à des millions de gens, Corbyn a redonné le goût, il y a 4 millions de gens qui sont allés voter pour la primaire, et Corbyn a flingué le New Labour. Les amis de Tony Blair ricanaient en disant mais il est tout seul, il est vieux, il a juste 2 personnes avec lui, et Corbyn, parce qu'il avait des convictions claires, a redonné le goût de la politique à des précaires, à des... Pardon. Donc excusez-moi, alors, et sinon je ne comprends rien en citoyen. S'il y a 3 millions de gens qui vont dans une primaire, si on a 4 mois de débat à la loyale, et que les gens disent je veux encore François Hollande pendant 5 ans, et bien moi ça veut dire je ne comprends rien à ce pays, et que les citoyens, je m'arrête de faire la politique. Dans un débat, excusez-moi, mais je ne vois pas, je n'imagine pas. C'est pour ça que ne vous trompez pas. François Hollande a tout fait pour qu'il n'y ait pas de primaire. Manuel Valls est furieux. Il a fallu que des adhérents aillent devant la justice, et la justice a dit à Cambadélis qu'on allait nommer un mandataire pour organiser la primaire s'il ne le faisait pas. Et il a du coup, dernière idée, il a voulu faire un congrès extraordinaire pour éviter encore cette primaire. Et il s'est rendu compte que c'était juste monstrueux de faire un congrès juste parce que pour montrer qu'ils avaient peur du peuple. Donc ils sont bloqués. Ils sont bloqués, ne nous trompons pas. Tu sais, juste pour dire quelques points, parce que je viens d'Angleterre. Et je peux te dire que pour moi, Corbyn, c'est exactement parallèle avec Mélenchon. C'est pas le même climat et c'était pas pendant une élection. Corbyn, si tu veux, il représente le peuple qui en a ras-le-bol. Il est allé dans la primaire, il est allé. Il a eu le courage d'aller face au New Labour, il a accepté de l'affrontement. Oui, mais justement, lui... Mais oui, il est pas resté en disant tant pis, je laisse le New Labour candidat. Il est outsider. Moi, je le connaissais même pas, tu vois. Voilà. Lui, c'est l'outsider, c'est comme Mélenchon, tu le fais passer pour un outsider, finalement. Et le contexte, c'était pas une élection présidentielle, c'était juste une crise au niveau des Labour, parce que la plupart des Labour, c'est exactement d'accord comme le Parti Socialiste en France. C'est des Rastignac, c'est des Valls, c'est des Macron, c'est des opportunistes, c'est des gens qui sont odieux de caractère, qui ont fait une campagne de merde pour l'écraser et qui continuent maintenant, puisque en fait, malheureusement, Corbyn, il a fait l'erreur de ne pas faire la grosse campagne pour rester en Europe. Donc ils utilisent ça pour le dégommer. Parce qu'il y a de grandes chances qu'ils y arrivent. Ça va dépendre de ce qui se passe, comment les Anglais répondent. Mais si tu veux, les enjeux sont beaucoup plus importants. Et comme Tex disait, nous sommes dans une période, on ne peut pas se permettre de perdre. Et oui. Donc je suis d'accord avec toi. Excuse-moi, mais l'appel de Piketty, moi je pensais que Jean-Luc allait signer oui tout de suite et allait se mettre dans la primaire. Il ne s'est pas jeté comme ça par hasard, parce qu'il a bien vu que beaucoup des candidats sont pris dans un système bourgeois, de pensée bourgeoise, qui est très profonde. Beaucoup de gens sont pris dans cette pensée bourgeoise. D'où la difficulté et la complexité, et ça il en parle, de la difficulté et de la complexité du chemin. Quand je te dis qu'on est en train de faire une équipe, je ne crois pas qu'on soit des bourgeois. Moi j'étais licencié, j'ai perdu mon boulot à cause de mes idées sur le temps de travail. Les gens de la Fondation Abbé-Pierre, les gens... Le système est bourgeois. Ok, mais comment tu le fais? Comment tu fais pour le bousculer avant que ce soit l'effondrement et avant que ce soit le FN? Mais tu as le droit, ça je l'avais compris. Et moi je te dis que s'il y a 2 candidats ou 3 candidats de gauche, on est sûr que la droite va arriver au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, il y a une réalité. Le parti politique est le plus important, c'est le parti politique des attractions. Comment on arrive à redonner l'espoir et l'envie de reconstruire? Et je crois que c'est ça. Si tu vas te mélanger avec les socialistes... C'est pas me mélanger, je vais les écraser. Si tu vas, toi, avec tout ce que tu défends, que je rejoins à 100%, si tu vas te mélanger avec les social au caviar, je suis désolé, je vais te mélanger avec eux, je vais perdre cet espoir, cette utopie, cette envie. Donne-moi l'envie. Est-ce que tu as confondu Sanders et Clinton? Tu fais une différence entre Sanders et Clinton ou tu penses que Sanders est confondu avec Clinton? Non mais est-ce que les gens sont bêtes quand les gens m'entendent? Nous avons une nouvelle donne, on a fait un procès contre Valls et contre Hollande. On est en train de travailler avec des gens de différentes ONG pour travailler sur un projet.
les citoyens ne sont, je pense que les citoyens ont un cerveau, qui n'ont pas confondu Corbyn et le New Labour. Ah ben non, merci pour ta réponse. Quand je te dis que les citoyens ont un cerveau, tu dis non. Mais c'est une différence. Moi je pense que en tout cas les 3 millions de gens qui vont voter à la primaire, c'est des gens qui ont une conscience politique et qui feront la différence entre ce que dit Manuel Valls et ce qu'il a fait et ce que nous on propose. Voilà, tout. Moi je pense qu'ils ont un cerveau, c'est une différence. Une chose que tu oublies et qui est vachement importante, Pierre. Quand Nouvelle Donne s'est créée, il y a eu, je crois, jusqu'à 10 000 adhérents. Sur ces 10 000 adhérents, il y en avait plus des 3/4 qui n'avaient jamais fait de politique, jamais adhéré à un parti politique. Si on va à une primaire, on ne va pas attirer ces gens-là. On va reprendre une couleur d'un parti, comme tous les autres partis, et on ne va pas séduire le parti principal qui sont les abstentionnistes. Au contraire, les abstentionnistes, je répète, Corbyn, il a redonné le goût de la politique à au moins 2 millions de gens qui n'avaient jamais voté, des jeunes, des précaires, des immigrés qui sont allés voter parce qu'ils ont compris que Corbyn était honnête, que peut-être qu'il n'avait pas des réponses à tout, peut-être que tout n'était, mais qu'ils allaient en finir avec les amis de Tony Blair. Mais regardons la réalité, il y en a 4 millions, c'était un séisme en Angleterre. Tandis que s'il était resté dans son coin, Corbyn aurait fait ses 0,3% représentant tout seul. Je suis désolé. Regarde ce qui s'est passé avec Sanders. Juste, Sanders n'a pas réussi parce qu'il était tout seul à faire 2 meetings par jour. Il n'avait aucun autre porte-parole, donc il s'est épuisé à faire campagne. Mais tu ne peux pas me dire que Sanders et Clinton ont proposé des mêmes politiques. Corbyn a été choisi parce qu'on a eu un deuxième gouvernement Tory.